Bonjour à tous. Je vous propose donc de débuter ce deuxième webinaire sur la nouvelle PAC 2023-2027. Je me présente, donc je suis Audrey Bochet de la Chambre d'agriculture de la Marne. Je m'occupe de tout ce qui est réglementation. Je vous propose d'intervenir pour poser vos questions via le chat pour faciliter les échanges. Il faut savoir que la semaine dernière, donc la première session, on a eu à peu près une trentaine, quarantaine de participants. Ça s'est très bien passé, donc je vous propose de poursuivre. Vous avez tous vu que la session était enregistrée pour permettre justement un replay qui sera disponible sur votre extranet. Voilà pour l'organisation de cette visio. Voilà, donc tout d'abord, la PAC 2023, donc ce qu'il faut retenir les principaux changements, on va dire. Donc tout d'abord, un état des lieux de ce qui existe aujourd'hui et de ce qui va changer pour la PAC 2023. Donc, on a l'architecture du premier pilier où dedans vous retrouvez les aides découplées, donc les DPB, l'aide à l'éco-régime, donc c'est ce qui va remplacer en fait ce qu'on a aujourd'hui, le verdissement, le paiement redistributif, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, donc c'était une aide aux premiers hectares et donc maintenant c'est une aide au global sur l'exploitation. Voilà. Les aides couplées, donc les aides couplées animales et végétales. Pour ce qui est de l'architecture, donc du deuxième pilier, vous avez les aides à l'agriculture biologique, l'ICHN, l'assurance récolte, la dotation jeune agriculteur, les MAEC, donc un système qui va être normalement simplifié, donc des MAEC système localisé forfaitaire. On ne les détaillera pas aujourd'hui. Voilà. Pour ce qui est en gros de l'architecture globale PAC, je ne sais pas si vous avez déjà des questions sur voilà, l'architecture premier et deuxième pilier, c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc les grandes évolutions qu'on va détailler après, ça va être notamment l'éco-régime. Voilà. Je poursuis. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un agriculteur actif? Parce qu'on a entendu plein de choses dans la presse, on va dire. Donc, pour une exploitation individuelle, un agriculteur est considéré au titre de la PAC agriculteur actif dès qu'il a moins de 67 ans. Et 67 ans. Et il faut qu'il soit également assuré à la TEXA pour son propre compte, donc contre les accidents du travail, les maladies professionnelles. Euh, et si son âge est supérieur à 67 ans, il ne faut pas faire valoir ses droits à la retraite et être également assuré à la TEXA. Et pour les sociétés, il faut compter au minimum un associé physique qui respecte les conditions d'agriculteur actif. Voilà pour ce qui est de la définition d'agriculteur actif. Ensuite, nous allons reprendre ensemble donc, les éléments de la conditionnalité. Donc voilà. Aujourd'hui, on a donc le verdissement. Dans le verdissement, on a le maintien du ratio prairie permanente sur hectare de SAU. On a l'interdiction de labourer les prairies sensibles en zone Natura 2000. On doit respecter un pourcentage minimum de 5% de surface en SIE. Et on a le critère diversité des assolements où vous devez avoir voilà, minimum 3 cultures dès lors que vous avez plus de 30 hectares. Tous ces critères-là du verdissement vont être mis en fait dans la conditionnalité. Donc la conditionnalité doit être respectée pour tout agriculteur qui veut demander des aides PAC. Donc voilà, dans la conditionnalité, donc on va retrouver la BCE-AE1, donc le ratio, le maintien du ratio aux prairies permanentes sur hectare de SAU. L'ABCAE 9, donc l'interdiction de labourer ou de convertir les prairies sensibles en zone Natura 2000. L'ABCAE 8, qui sera le maintien des éléments du paysage. Et l'ABCAE 7, qui concernera la rotation des cultures. Donc, je vous redétaillerai toutes ces conditionnalités-là plus précisément juste après.
pour ce qui est donc de la conditionnalité qu'on connaît aujourd'hui, les 7 BCAE qu'on connaît aujourd'hui, donc la plupart restent avec comment dire, des modifications que je vais vous montrer juste après. Et donc, on a juste la BCAE2, les prélèvements pour l'irrigation et la protection des eaux souterraines contre les pollutions qui disparaissent. Et on aura une nouvelle BCAE qui sera la BCAE2 que je vais vous présenter juste après. Voilà, donc là, c'est vraiment comment dire, les gros changements au niveau de la conditionnalité, mais je vais vous redétailler tout ça parce que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu plus compliqué que ça. On a plus de changements. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette première partie? Je continue. Donc voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de la BSAE1, c'est le maintien du ratio prairie permanente par hectare de SAU. Donc l'obligation, c'est de maintenir les prairies permanentes. Comment dire, aujourd'hui, l'année de référence pour le calcul est de 2012. Donc pour la PAC 2023, le calcul va être refait et basé sur l'année 2018. À partir d'une baisse de plus de 2% des surfaces en prairie permanente, donc c'est sur comment dire, la région Grand Est, il y aura un système d'autorisation de mis en place. Et petite précision, toutes les exploitations sont concernées, bio et conventionnelles. Parce que je le rappelle, dans le verdissement actuel, il n'y avait que les exploitations conventionnelles qui étaient concernées. Donc, la nouvelle BCAE, c'est la BCAE2. C'est la protection des zones humides et des tourbières. C'est une nouveauté qui va être mise en œuvre qu'à partir de 2024. La définition de cette BCAE-là et le zonage sont à définir par l'État. On n'a pas encore comment dire, de définition précise. Ça va être notamment certainement l'interdiction du drainage sur certaines parcelles, des choses comme ça. Voilà, donc là, on aura les éléments concrets qu'à partir de 2024, je pense. La BCAE3, pas de changement, c'est l'interdiction du brûlage, donc l'interdiction du brûlage après récolte des chaumes. Et des dérogations sont possibles individuellement pour des raisons sanitaires. Voilà, pas de changement sur ces 3 premières BCAE-là. Par contre, donc sur la BCAE4, c'est les bandes tampons le long des cours d'eau. Donc aujourd'hui, ce que vous respectez tous normalement, c'est avoir une bande enherbée le long des cours d'eau BCAE d'au minimum 5 mètres. La carte est disponible sur Géoportail. Vous l'avez aussi maintenant sur Télépac quand vous faites votre déclaration PAC. Et donc, vous avez l'interdiction d'utilisation des produits phyto, des fertilisants minéraux organiques. Les couverts interdits sont interdits les légumineuses pures, le miscanthus, les sols nus, les friches, des choses comme ça. L'interdiction de stockage de matériel, de fumier, de compost, de pierre, de tas de bois, de choses comme ça. Et l'interdiction de labour. Donc ça, c'est ce qu'on connaît tous aujourd'hui. Ce qui est rajouté sur cette BCAE4, c'est la création d'une bande le long des canaux d'irrigation et des fossés. Une bande de minimum 1 mètre le long des canaux d'irrigation et des fossés. Aujourd'hui, la carte de ces cours d'eau là concernés doit être mise à jour. On ne l'a pas encore de disponible. Et ça sera donc une bande sans intrants, interdiction de fertilisation et de produits phytosanitaires, mais vous pourrez semer, labourer, pâturer, faucher. Vous aurez le droit. Voilà, c'est la nouveauté sur la BCAE4, mais on est en attente des cartes définitives pour avoir les tracés vraiment à respecter. Est-ce que vous avez des questions sur ces premières BCAE? N'hésitez pas à poser les questions, même pendant que je suis en train de parler. Il n'y a pas de souci, je les prends à la fin de chaque paragraphe. Donc, je continue. Concernant la BCAE5, donc c'est la gestion du labour réduisant les risques de dégradation des sols. Donc, c'est l'interdiction de travail sur les sols gorgés d'eau ou inondés.
C'est des parcelles avec des pentes supérieures à 10%. Sur ces parcelles-là, avec des pentes supérieures à 10%, vous avez l'interdiction de labour du 1er décembre au 15 février, ou alors un labour perpendiculaire à la pente ou une bande végétalisée de 5 mètres en bas de la parcelle. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait déjà actuellement, il n'y a pas de changement. La BCAE 6, donc c'est l'interdiction de sol nu durant les périodes sensibles. Donc, en zone vulnérable, c'est respecter les dates de présence des couvertures végétales, donc des CIPAN, respecter les dates d'implantation et de destruction, et respecter les couverts qui sont autorisés sur ces zones-là. Et donc, sur les jachères, c'est une semis ou une présence du couvert au 31 mai. Voilà. Concernant la BCAE 7, donc c'est la rotation des cultures, ce qu'on n'avait pas avant. Là, on rentre vraiment, c'était le verdissement. Donc là, aujourd'hui, le verdissement s'est transformé dans la conditionnalité. Donc ici, la BCAE 7, c'est la rotation des cultures. Donc c'est une obligation de respecter une rotation des cultures sur terre arable. C'est obtenir au minimum 2 points sur la base d'un scoring que je vous montre tout de suite. Donc voilà, pour la rotation des cultures, donc c'est regarder sur votre exploitation pour avoir au minimum 2 points. Donc c'est avoir, si vous avez sur votre exploitation des prairies temporaires plus de 5% des terres arables, vous avez directement les 2 points. Si vous avez des légumineuses, plus de 5% des terres arables, vous avez également 2 points directement. Ensuite, si vous avez des céréales d'hiver, plus de 10% des terres arables, ça équivaut à 1 point. Des céréales de printemps, plus de 10%, vous avez 1 point également. Pour ce qui est des oléagineux d'hiver, si vous en avez plus de 7%, 1 point, etc., etc. Pour les oléagineux de printemps, les plantes sarclées. Et donc, il faut bien avoir, pour respecter la rotation des cultures, au minimum 2 points. Et donc, sont exemptés de cette rotation des cultures, les exploitations qui ont plus de 75% des terres arables en prairies temporaires, en légumineuses ou en jachères, ceux qui ont plus de 75% de la SAU en prairie permanente ou en prairie temporaire, et moins de 10 hectares en terre arable. Et tous ceux qui sont en agriculture biologique ou en cours de conversion à l'agriculture biologique. Voilà pour le gros changement quand même de la BCAE 7, parce que bon, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette BCAE-là. Je poursuis donc. La BCAE 8, donc c'est ce qu'on appelle le maintien des éléments du paysage. Donc dans cette BCAE 8, on retrouve 2 règles. La première règle, c'est d'avoir au minimum un pourcentage minimum de surface non productive. Donc vous avez 2 options possibles. La première option, c'est sur votre exploitation, vous mettez 4% minimum d'éléments non productifs. Donc les éléments productifs, dedans, vous allez retrouver ce qui est donc jachère, les bancs de tampons, les bancs le long des forêts sans production, les bordures de champs, les arbres alignés, les arbres isolés, les haies, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, des choses comme ça que vous pouvez retrouver. Donc cette option de minimum 4%, c'est 4% des surfaces en terre arable de l'exploitation. Donc il faut avoir au minimum 4%. C'est la première option. Voilà. Si vous respectez la première option, vous respectez la BCAE 8 pour la règle numéro 1. Si vous choisissez donc la deuxième option, là, vous choisissez sur votre exploitation de mettre minimum 3% d'éléments non productifs. Donc 3% de ce qu'on a vu tout à l'heure, jachère, bande tampon, bande de forêt le long bande de forêt sans production, bordure de champs, arbres alignés, les haies, les choses comme ça. Donc minimum 3% de ces éléments-là. Et vous venez compléter par 4% minimum
de cultures dérobées, de plantes fixatrices d'azote, de couverts, tout ce qu'on connaît aujourd'hui dans la PAC actuelle. Donc ici, je vous ai remis les équivalences qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui. C'est dans le projet stratégique national. On n'a pas de certitude que ce sera validé comme ça. Pour la PAC 2023, on devrait avoir les équivalences, on devrait avoir des choses validées, définitives, plutôt vers le mois de juin-juillet. Il me semblait pertinent quand même de vous faire la présentation aujourd'hui parce que ça va impacter vos assolements pour la campagne prochaine. Et donc, ça vous permet quand même de vous, en amont, de bien raisonner vos assolements et de voir ce qui se profile et ce que vous allez devoir respecter. Donc, voilà, les jachères. Donc, si vous faites des jachères mellifères, donc la condition, c'est présence du 15 avril au 15 octobre, sans phyto sur toute la période. Et l'équivalence, c'est 1 hectare sur le terrain vaut 1,5 hectare de SIE. Donc, maintenant, ça sera des surfaces non productives. Voilà, pareil. Après, vous avez tous les critères, les jachères, 1 hectare pour 1 hectare. Les bandes tampons, ça se compte au mètre linéaire. 1 mètre linéaire, ça vaut 9 mètres carrés. Voilà, vous avez les conditions, les équivalences. Dans tous les cas, mon diaporama sera remis à votre disposition. Donc, je vous laisserai regarder quel impact ça peut avoir sur vos exploitations. Et je vous ai remis ici, si vous choisissez l'option 2, où vous devez rajouter 4% d'autres éléments. Les plantes fixatrices d'azote, évidemment sans phyto, ça sera toujours 1 hectare pour 1 hectare, de ce qu'on sait aujourd'hui. Pour ce qui est des couverts, cultures dérobées et sous-semis d'herbes et de légumineuses, voilà, les équivalences comme on les connaît à la PAC actuelle, 1 hectare pour 0,3. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette grosse partie? Parce que c'est clair que ça impacte. Je ne sais pas si vous avez des choses à nous faire échanger. Je continue donc. Donc, dans cette BCAE-là, on a des exemptions, comme tout à l'heure. Donc, c'est pour toutes les exploitations qui ont plus de 75% des terres arables qui sont en prairie temporaire, en légumineuse ou en jachère. Plus de 75% de la SAU est en prairie permanente ou en prairie temporaire. Et les exploitations qui font moins de 10 hectares de terres arables. Et les bio, par contre, sont bien soumises au respect de cette BCAE-là. La règle donc numéro 2 pour le maintien des éléments du paysage, c'est le maintien des particularités topographiques. Donc, il faut maintenir les haies, les bosquets, les mares. Interdiction de tailler tout ce qui est haies, arbres pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux, soit environ du 1er avril au 31 juillet. Et toutes les exploitations sont concernées également pour le respect du maintien des particularités topographiques. Pour ce qui est de la BCAE 9, c'est l'interdiction de labourer et de convertir des prairies sensibles, donc interdiction de labourer des prairies dans les sites Natura 2000. Le travail superficiel du sol reste autorisé pour restaurer le couvert s'il est un petit peu détruit. La cartographie, pareil, devra être mise à jour en fonction des évolutions des sites Natura 2000. Donc, pareil, aujourd'hui, on n'a pas de cartographie bien définie, bien arrêtée. Et pareil, toutes les exploitations sont concernées par le maintien de cette BCAE-là. Voilà pour la partie, on va dire, conditionnalité, pour voilà, tout ce que un exploitant demandant les aides PAC doit respecter. Je ne sais pas si vous avez des questions sur ces conditionnalités-là. Voilà ce qu'on peut vous dire, en tout cas, aujourd'hui, avec les éléments dont on dispose.
Une partie également donc, sur la conditionnalité sociale. Donc ici, c'est une règle qui sera mise en œuvre aussi à partir du 1er janvier 2023. En gros, c'est d'avoir un contrat de travail pour chaque personne qui intervient sur l'exploitation. C'est le respect du droit du travail. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais vous présenter, c'est, on va dire, le gros changement. Donc le verdissement disparaît, qui va être remplacé donc d'un côté par la conditionnalité pour le respect. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Des pourcentages de SIE ou des choses comme ça, et qui va être au niveau financier, au niveau aide, qui va être remplacé donc, par l'éco-régime. Donc l'éco-régime, qu'est-ce que c'est? Donc l'éco-régime, c'est une aide volontaire qui peut en être bénéficiaire. Donc c'est bien un agriculteur actif qui dispose de DPB. Le paiement de l'éco-régime se fera en euros par hectare et c'est versé sous réserve de mise en œuvre de pratiques favorables en faveur de l'environnement. Donc, il y a 3 voies d'accès possibles que je vais vous redétailler juste après. C'est la voie des pratiques de gestion de l'agroécologie, c'est la certification ou alors les éléments favorables à la biodiversité. Donc, je vais vous détailler les 3 options pour notamment que vous sachiez où vous retrouvez sur votre exploitation et quel chemin d'accès correspondrait le mieux à votre exploitation. Donc, tout d'abord, la voie des pratiques. Donc, vous avez respecté le critère de diversification des cultures. Donc là, voilà, des points sont attribués en fonction de chaque culture que je vais vous remontrer après. Et si vous voulez atteindre le niveau standard, il vous faudra au minimum 4 points. Et le niveau supérieur pour atteindre 82 € de l'hectare, au minimum 5 points ou plus. Et tout en respectant ce critère-là de diversification des cultures, il faut maintenir les prairies permanentes. Donc, pour atteindre le niveau standard, c'est maintenir au minimum 80% de ces prairies permanentes. Pour atteindre le niveau supérieur, c'est maintenir au minimum 90% des surfaces en prairies permanentes. Et vous avez également un 3e critère à respecter pour prétendre à la voie des pratiques, c'est la couverture végétale de l'interrang. C'est notamment pour les cultures pérennes, viticulture, arboriculture, avoir soit 75% des interrangs couverts portant un couvert végétal, ou alors 95% avec un enherbement total, on va dire, des interrangs. Voilà, il faut savoir que pour respecter, pour prétendre au niveau standard ou au niveau supérieur, il faut bien avoir les 3 conditions qui sont respectées. Si par exemple, au niveau de la diversification des cultures, vous êtes au niveau standard et après au niveau du maintien des prairies, vous êtes au niveau supérieur et pareil pour la couverture végétale, ça ne fonctionnera pas. Il faut bien que toutes les conditions soient respectées pour atteindre le niveau standard ou le niveau supérieur. Voilà pour la voie des pratiques. Il existe également un bonus haies. Il faut avoir au moins 6% minimum de haies sur la surface en terre arable et une certification de gestion durable des haies. On n'en connaît pas aujourd'hui à l'heure actuelle dans notre région, mais voilà, c'est des choses qui vont être précisées par la suite pour savoir vraiment quelle certification peut rentrer dans le bonus haies. Mais voilà, on n'a pas d'informations à l'heure actuelle. Donc, pour ce que je vous disais tout à l'heure sur la voie des pratiques pour la diversification des cultures, donc là, il faudra que vous repreniez chacun sur vos exploitations pour tenter au minimum de trouver, on va dire, 4 points pour atteindre le niveau standard.
et au minimum 5 points, voire plus, pour atteindre le niveau supérieur. En sachant que, par exemple, si sur votre exploitation, vous avez de la luzerne, des pois, si ça représente plus de 5% des terres arables ou carrément plus de 5 hectares, vous obtenez 2 points. Dans ce pavé-là, culture, on va dire, ce qui est céréales d'hiver, céréales de printemps, plantes sarclées, oléagineux d'hiver et oléagineux de printemps, vous pouvez obtenir jusqu'à 5 points, mais dans tous les cas, c'est plafonné à 4 points. Donc, si votre exploitation arrive ici à 5 points, vous n'en aurez que 4. Il faudra, pour atteindre le niveau supérieur, aller chercher des points supplémentaires dans les autres, dans les autres grilles. Voilà, après, c'est vraiment à chacun, on va dire, de faire le calcul sur son exploitation pour voir où il se situe et pour voir, quel niveau vous pouvez atteindre par rapport à l'éco-régime. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie de l'éco-régime, sur notamment la voie des pratiques? Je poursuis. Donc là, je vous avais remis un petit exemple. Donc, ça peut permettre des fois à chacun de se situer un petit peu. Par exemple, donc là, l'exploitant avait 247 hectares. Il avait 10 hectares 90 de prairies temporaires et de jachères. Et puis après, en gros, il avait le bloc diversité des assolements. Il avait des céréales d'hiver, des céréales de printemps, pas de plantes sarclées, des oléagineux d'hiver et des oléagineux de printemps. Donc là, du coup, cet agriculteur-là arrive qu'au niveau standard. Donc, il a 4 points. Donc, par exemple, ce qu'on peut lui conseiller pour son assolement 2023, c'est ici, il est à 10 hectares 90 et ça représente 4,4% des surfaces en terre arable de l'exploitation. Donc, s'il augmente pour arriver à 5%, là, il obtiendrait directement 2 points. Donc, les 2 plus les 4 ici, il obtiendrait 6 points, il serait au niveau supérieur. Après, il y a d'autres options possibles. Il peut très bien réintroduire une culture dans son assolement et, par exemple, remettre des pois ou de la luzerne au minimum 5 hectares pour obtenir 2 points et passer au niveau supérieur de l'éco-régime. Voilà, c'est des choses à réfléchir sur vos exploitations. C'est pour ça qu'on voulait vous le montrer dès aujourd'hui, parce que vous, sur vos exploitations, vos assolements se raisonnent pratiquement aujourd'hui. Voilà, donc vous avez les éléments pour l'éco-régime, la voie des pratiques. Je vais vous montrer maintenant la voie de la certification et de la biodiversité. Donc, pour ce qui est de la voie de la certification, nous avons donc, si vous êtes certifié agriculture biologique ou en cours de conversion, vous pouvez atteindre directement le niveau supérieur de 82 € de l'hectare. Ou si vous êtes HVE, haute valeur environnementale, donc bien niveau 3, vous pouvez également atteindre les 82 € de l'hectare directement. Et on a une troisième option possible, on va dire. C'est la certification environnementale de niveau 2+. Donc là, c'est le respect du cahier des charges de niveau 2, plus un respect d'une grille de niveau 3. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations à vous communiquer là-dessus, mais c'est des choses qui vont être amenées à bouger. Mais dans tous les cas, ce niveau 2+ vous permet d'atteindre que le niveau standard. Voilà. Donc ici, on a également le bonus haies. C'est la même chose que ce que je vous précisais tout à l'heure sur la voie des pratiques. Il faut en avoir au minimum 6% de haies sur la surface en terre arable, plus une certification de gestion durable des haies, en sachant qu'aujourd'hui, on n'a pas de certification à notre connaissance dans la région en tout cas. Voilà pour la voie de la certification. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions.
Et donc, pour ce qui est de la voie de la biodiversité, donc c'est détenir des infrastructures agroécologiques ou des surfaces non productives. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, les haies, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés, les bordures non productives, les jachères mellifères, des choses comme ça. Donc, c'est avoir au minimum 7% sur la surface totale de l'exploitation, dont au minimum 4% sur la surface interarable. Et pour atteindre le niveau supérieur, c'est avoir au minimum 10% de la SAU en éléments non productifs, dont au minimum 4% d'éléments non productifs sur les terres arables. Voilà pour ce qui est de la voie favorable à la biodiversité. Donc voilà les trois options possibles de l'éco-régime pour donc prétendre à une aide du niveau standard à environ 60 € de l'hectare ou du niveau supérieur à 82 € de l'hectare. Ce que je voulais donc vous remontrer, c'était juste quelques chiffres. Donc, pareil, ici, rien d'acté, hein, c'est des valeurs qu'on a comme ça. C'est indicatif, c'est bien des montants indicatifs. Donc, voilà, les DPB, c'est toujours vers une convergence de 130 € de l'hectare environ. On continue. Le paiement redistributif, donc c'est 48 € de l'hectare sur les 58 premiers hectares. Vous avez donc le paiement jeune agriculteur qui avant était une aide vraiment liée à l'hectare dans la limite des premiers hectares. Ici, on a une aide à 3 800, 3 900 € de l'hectare. Euros au global sur l'exploitation, pardon. Ça sera bien une aide au global sur l'exploitation. Et donc, l'éco-régime, vous avez soit la possibilité voilà, du niveau standard à 60 €, soit du niveau supérieur à 82 € de l'hectare. Pour ce qui est de l'aide aux protéagineux, aux légumineuses, déshydratées, des choses comme ça, on serait aux alentours de 105 € de l'hectare environ. Voilà, les légumineuses fourragères. Donc, pour demander l'aide aux légumineuses fourragères, il faut être éleveur et détenir au minimum 5 UGB ou avoir un contrat avec un éleveur qui, lui, ne demande pas l'aide aux légumineuses fourragères. Et puis après, voilà, on a tout ce qui est blé dur, pommes de terre, chanvre, maraîchage, des choses comme ça, des aides à l'hectare. Voilà pour la présentation. Je vous remercie à tous de votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez peut-être maintenant éventuellement prendre la parole. Des fois, c'est plus facile oralement pour échanger avec nous. Bien sûr, il y aura un replay de la présentation qui sera disponible assez rapidement. Voilà, je vous écoute pour vos questions.